Que vous soyez un particulier ou un professionnel, si vous avez un projet immobilier en Espagne, ce podcast Ne perd pas le sud vous servira de boussole. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, car je vous livrerai au fil des épisodes des astuces et des recommandations pour vous aider à sécuriser en toute éthique vos projets. Hola a todos y todas, je m'appelle Audrey Clemenceau. Je suis avocate spécialisée en droit immobilier, inscrite au barreau de Barcelone et aussi agente immobilier en Espagne. J'accompagne depuis maintenant plus de 17 ans mes clients, français ou francophones, dans leurs projets immobiliers sur tout le territoire espagnol, qu'ils portent sur un achat, une vente, de la construction, des baux commerciaux, de la cession d'actifs immobiliers ou de fonds de commerce, ou encore une succession entre la France et l'Espagne. Je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast et bonne écoute! Mes clients sont tous des Français ou des francophones qui ont un projet immobilier en Espagne. Et une question revient souvent, est-ce que je dois traduire en espagnol des documents qui sont à moi et qui sont français ? C'est la question à laquelle on va répondre dans cet épisode. Et je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis accompagnée de Karine Martin. Bonjour Karine. Bonjour Audrey, ravie d'être avec toi pour cet épisode de podcast. Merci de m'accueillir et bonjour aux auditeurs et auditrices. Écoute, merci à toi d'avoir répondu présente. Alors Karine, elle va se présenter, mais je voulais faire une toute petite introduction. Mis à part le fait que c'est une amie de longue date, elle est traductrice, elle est gérante d'une agence de traduction et d'interprétation. Tu vas nous raconter tout ça tout à l'heure. Et Karine, je collabore avec elle depuis plus de 15 ans, en fait, presque 17 ans. 17 ans, voilà, on compte 17 plus. Ans, on compte plus, mais ça fait longtemps qu'on collabore ensemble. Pourquoi ? Parce que moi, en tant qu'avocate, pour mes clients et mes dossiers, j'ai souvent besoin de traduction. Et d'ailleurs, je pense que tu es la personne avec laquelle je parle le plus souvent tous les jours parce qu'on a des dossiers en cours. Donc on est très, très souvent en contact. Karine est experte sur le sujet de la traduction, bien évidemment. Et donc, je te laisse te présenter et puis on rentrera dans le vif du sujet après. Oui, alors je rebondis, je pense que tu es une des personnes avec laquelle je parle le plus régulièrement, effectivement. Cela veut dire qu'on a beaucoup de travail ensemble et tant mieux. Alors, cela fait maintenant 24 ans que je vis en Espagne. Et après avoir travaillé durant 4 ans en commerce extérieur, j'ai décidé de me mettre à mon compte en tant que traductrice-interprète, qui était ma formation universitaire de base. D'accord. Donc, je me suis installée à mon compte, toute seule à la base, mais de par la demande du marché, j'ai rapidement intégré des collaborateurs à mon équipe, puisque les clients avaient besoin de traductions autres que l'espagnol, anglais vers le français. Mm-hmm. Et donc, comme ça, nous avons formé une belle équipe. Est née Fidelité Idiomas, l'agence de traduction le nom et de ton agence, voilà. Tout à fait. Et ça, c'était en 2006. Et en 2009, je me suis installée à Barcelone. Et de ce fait, je garde une attache sur Alicante, qui était l'agence de base, et à Barcelone, où on travaille énormément avec les sociétés locales, les entreprises étrangères, notamment des entreprises françaises, mm-hmm. des institutions et des particuliers qui ont des besoins en traduction et interprétation. D'accord. Alors, la traduction versus l'interprétation. La traduction, c'est le transfert à l'écrit d'une langue d'origine vers une langue cible. Par exemple, tu veux traduire un contrat qui est en français vers l'espagnol, traduction écrite. D'accord. L'interprétation, c'est plutôt le transfert à l'oral d'un discours entre deux personnes ou plus lors de réunions de négociation, chez le notaire, par exemple, quand on accompagne des clients qui viennent signer. On fait de l'interprétation. D'accord. Nous travaillons dans de nombreuses combinaisons linguistiques. Donc, personnellement, comme je l'ai dit, moi, c'est l'espagnol et l'anglais vers le français. Mais on travaille en catalan, en italien, en allemand, en portugais. On fait d'autres langues comme le chinois, le japonais et le russe aussi. D'accord. Et tout ça, on les a intégrés au fil du temps sur demande des clients. Et je travaille uniquement avec des interprètes et des traducteurs professionnels que j'ai appris à connaître au fil des dossiers et avec lesquels j'ai établi une relation de confiance, dans lesquels la réactivité et la confidentialité sont les bases de notre collaboration. Mmh. D'accord. Ok, très bien. Écoute, je pense qu'on a une belle image et une belle idée de ce que tu fais. Il me semble que tu as une autre casquette, peut-être. Tu veux nous en parler aussi ? Oui, alors voilà à peu près 5 ans maintenant que j'ai décidé de me lancer dans l'aventure citoyenne des représentants des Français de l'étranger.
Aventure que tu partages d'ailleurs avec moi, puisque tu faisais partie de notre liste. De la liste, oui, tout à fait. Voilà, donc les élections ont eu lieu il y a maintenant 5 ans. Et qu'est-ce qu'un représentant des Français de l'étranger? Alors, c'est un élu qui est élu par les Français qui vivent dans la circonscription, Aragon, Baléares, Catalogne, pour nous ici, et qui sont inscrits sur les listes électorales du consulat. Quel est le rôle d'un représentant des Français de l'étranger? C'est représenter les Français de la circonscription devant l'administration française, c'est-à-dire le consulat, en veillant à leurs intérêts, en ayant des échanges sur les aides sociales, les bourses et le soutien à la langue française. Voilà. D'accord, ok. Bon, écoute, très bien. On va revenir sur ta première casquette d'agence de traduction et d'interprétation. Et j'ai une première question pour toi, parce que c'est une question que souvent mes clients me font. Quelle est la différence entre la traduction libre et la traduction assermentée? Alors, belle question. On me la pose souvent et les gens ne savent pas faire la différence. C'est très bien qu'on y vienne. Donc, une traduction simple, une traduction libre, c'est une traduction qui, dans notre cas, est réalisée par un traducteur professionnel, mais dont la traduction n'a pas de valeur légale. D'accord. On va le voir rapidement quand on va parler de la traduction assermentée, parce qu'une traduction libre est une traduction non assermentée, pour être précis. Donc, ça peut être, par exemple, traduire des RGPD, traduire un CV, traduire des emails, traduire un contrat de manière libre. On va rentrer dans les exemples après, un petit peu plus tard dans les dossiers. Voilà, par opposition, donc la traduction assermentée, qui est aussi appelée traduction certifiée, traduction officielle. C'est ce qu'on appelle la traduction jurada en espagnol, en non? espagnol, c'est la traduction jurada o la traduction oficial, te lo dicen a veces les particuliers, excuse-moi, te disent officiel très souvent. Voilà, c'est la traduction assermentée, elle est réalisée par un expert traducteur qui est reconnu par des autorités compétentes. Donc, en France, c'est par le tribunal de grande instance. Ce sont des experts auprès des tribunaux. Et en Espagne, auprès du ministère des Affaires étrangères. D'accord. Ok, très bien. Donc, ils mettent un tampon, leur signature et un numéro de traducteur assermenté. D'accord. Donc, en fonction du document que vous avez à traduire, mais également de l'organisme auprès duquel vous devez produire ce document, on sera soit devant une traduction libre, soit devant une traduction assermentée. On verra après, un petit peu plus tard dans l'épisode, des exemples très concrets sur les projets immobiliers, qu'est-ce qu'il faut traduire et sous quelle modalité. Une deuxième question. Alors, là que j'anticipe sur mes clients, parce que même si la grande majorité d'entre vous va avoir la démarche de me dire « mes documents sont en français, il faut les faire traduire », là où il y a une deuxième étape importante aussi à faire et qui est difficile d'anticiper quand on ne sait pas ce que c'est l'apostille. Alors l'apostille, qu'est-ce que c'est? C'est un tampon donc de l'administration française qui va certifier qu'un document est valable sur le sol français. Et en conséquence, il est valable dans les autres pays qui ont signé la Convention de La Haye. Donc, tous les pays qui ont signé la Convention de La Haye sont membres donc, de cette convention et s'auto-reconnaissent entre les pays un document qui a cette apostille. Donc, c'est un tampon, en fait. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus, Karine, sur l'apostille? Notamment, il y a eu des dernières réformes, des dernières modifications. Donc, je te laisse nous expliquer un petit peu plus. Tout à fait. Alors, je voulais faire une petite remarque parce que souvent, il y a une mauvaise compréhension peut-être ou un doute de la part des clients, notamment les clients particuliers et parfois aussi les informations ne leur sont pas transmises correctement. Et les clients hésitent souvent de savoir si l'apostille est mise sur le document original ou sur la traduction. Donc, super important, tu as raison. C'est très important et l'apostille donnant de l'authenticité au document d'origine. Si on doit faire traduire un document du français vers l'espagnol, c'est bien le document français d'origine qui doit être apostillé. Et postérieurement, quand on fait la traduction assermentée, on traduira l'apostille aussi. Oui. Voilà. Oui, ça c'est très important parce que d'ailleurs j'avais eu un dossier, ça avait cafouillé, ils m'avaient traduit le document et ensuite ils avaient mis l'apostille. Du coup l'apostille était en français, elle n'était pas traduite et donc ça avait posé un problème. Voilà, donc tu as raison de le Voilà, il faut ensuite remettre les traductions, on perd du temps, on perd de l'argent. Tout à fait. Donc c'est très important. Donc effectivement, comme tu l'as bien dit, ça donne une reconnaissance des documents entre les États signataires, donc entre la France et l'Espagne, souvent dans notre cas. Là on va être focus sur la France et l'Espagne. Alors je voulais préciser que sur certains actes maintenant d'état civil, il y a une reconnaissance mutuelle entre l'Espagne et la France. Par exemple, les actes de naissance,
n'ont plus besoin d'être apostillés. Alors, excuse-moi de t'interrompre, tu dis une reconnaissance mutuelle. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de l'apostille, c'est ça ? Exactement. D'accord. C'est-à-dire que l'acte de naissance français peut être traduit de manière assermentée sans passer par la démarche de l'apostille, ce qui fait gagner du temps dans le process. Donc ça, c'est important. Il y a une série de documents, on peut les trouver en ligne très facilement. Et ensuite, il y a une nouvelle réforme qui est entrée en vigueur au début mai 2025. D'accord. Pour réformer l'apostille et permettre d'être un petit peu plus réactif, puisqu'avant, on était obligé d'aller à la cour d'appel pour faire l'apostille. Alors, dans certaines cours d'appel, on peut déposer le document, récupérer l'apostille le jour même. Dans d'autres cours d'appel, ça peut prendre 3 semaines, ce qui nous faisait prendre des fois du retard sur les dossiers, sur les traductions et par conséquent sur tes signatures. Et maintenant, on peut faire la demande en ligne. Donc, ça permet précisément aux Français de l'étranger de ne plus avoir quelqu'un en France qui fait la démarche pour eux. On peut la faire directement en ligne. Et là, je pense que toi, tu pourras nous en dire plus, puisque tu as testé une des traductions que nous avons faites il y a 15 jours à peu près. Oui. Et je crois qu'il faut que le document soit signé électroniquement pour pouvoir être apostillé en ligne via l'ordre des notaires français. Tout à fait, tout à fait. On va en reparler après dans les exemples que j'ai préparés pour l'épisode, mais effectivement, c'est un nouveau système où on patauge un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'il vient d'être mis en place. D'ailleurs, c'est fait à travers la Chambre des notaires. Pardon, je t'ôte peut-être le mot de la bouche parce que je pense que tu allais nous le dire. Et du coup, tout est via online, donc télématique. Je ne sais pas si on dit télématique en français, mais bon, via online. Donc, on gagne du temps, mais pour l'instant, on patauge encore un petit peu parce que c'est assez nouveau comme système. Et du coup, on en reparlera après, mais il y a certaines choses qui fonctionnent, d'autres pas. Je pense qu'il faut être un petit peu patient. Oui. Et de toute façon, l'autre système continue à fonctionner. Donc en parallèle, d'accord. En parallèle. Donc, on peut faire les deux choses. Et une petite parenthèse, en Espagne, lorsqu'on a besoin de faire traduire un document espagnol vers le français, ça se fait auprès du ministère de la Justice ou de l'ordre des notaires aussi. Ah, d'accord. Oui, on peut le faire télématiquement aussi. Télématiquement, d'accord. Ah, bah, comme quoi, l'Espagne avait déjà mis en place ce système avant la France. Finalement. Exactement. D'accord. Ok, très bien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Enfin, on est déjà dans le vif du sujet, mais dans le vif des exemples que je vous ai préparés pour cet épisode. Notamment, si vous achetez un bien immobilier et que vous êtes un couple marié sous le régime de la séparation de biens, parce que si vous êtes marié en France sans contrat, c'est le régime de la communauté de biens. Donc là, il n'y a rien besoin d'apporter. Mais si vous êtes marié sous le régime de la séparation de biens, eh bien là, il faudra apporter votre contrat de mariage apostillé et traduit, parce que si l'acte de mariage émis par la mairie est exonéré par l'apostille, le contrat de mariage n'est pas exonéré. Donc, il faudra nous envoyer donc votre contrat de mariage apostillé, et ensuite, Karine pourra Karine ou n'importe quel autre traducteur, mais bon, c'est le traducteur qui se charge de cette traduction. En ce qui concerne, on fait ensemble aussi, on a fait des demandes de NIE et des demandes de NIF. Alors, je vous renvoie vers un autre épisode où on parle plus précisément de ce qui est le NIE et ce qui est le NIF, mais en gros, ce sont des numéros d'identification. Le NIE pour les personnes physiques, le NIF pour les personnes morales. Pourquoi vous avez besoin de ces numéros ? Si vous êtes français et que vous n'avez pas la nationalité espagnole, il faudra obtenir ces numéros pour pouvoir acheter donc un bien immobilier en Espagne. Du coup, il nous faut obtenir ce NIE et ce NIF. Vous pouvez le faire par vos propres moyens, mais si vous ne pouvez pas le faire par votre propre moyen et vous souhaitez engager un professionnel pour le faire, il nous faut une procuration notariée, donc signée devant un notaire français, qui, pareil, là, doit être apostillée et ensuite de manière assermentée. Et là, c'est une traduction assermentée, bien sûr, dont on aura besoin. Pourquoi ? Parce que la demande de NIE et la demande de NIF, on la présente auprès de l'administration espagnole, et là, il n'y a pas photo, ils nous demandent une traduction assermentée. Ils demandent l'original des traductions aussi apportées en plus de l'original de la procuration. Tout à fait, et c'est grâce à ça, à l'original de la traduction, que moi j'ai réussi à obtenir un NIF auprès de l'administration fiscale espagnole. Donc c'est auprès de Hacienda, c'est l'équivalent du fisc. J'avais donc tous mes documents. Là, c'était le deuxième dossier que je faisais avec la nouvelle apostille. Et le client m'envoie le document apostillé, mais en PDF. Donc, je n'ai pas d'original provenant de la France. Et il me dit, c'est la seule chose qu'on va avoir. C'est pas tout à fait vrai, parce que par la suite, on a reçu l'original avec
une enveloppe affranchie, mais ça a mis un petit peu plus de temps. Mais j'ai quand même réussi à faire passer le dossier. Pourquoi ? Parce qu'on avait la traduction assermentée avec le tampon de la traductrice assermentée de ton agence. Effectivement, parce que de plus en plus depuis la Covid, on peut faire les traductions en format numérique avec la signature électronique. D'accord. Elles sont reçues dans de nombreuses administrations, mais effectivement, il y a encore d'autres administrations qui ont besoin de toucher, on va dire, le papier, l'original, pour avoir la sensation que c'est du vrai. Oui. Donc, on a les deux options. Certaines entreprises nous demandent uniquement la traduction en format numérique parce qu'ils l'envoient eux-mêmes télématiquement à Extranjería, par exemple. Dans ton cas où tu as des déplacements à Hacienda, il est vrai qu'il faut avoir la version imprimée que nous envoyons justement à ton cabinet. Tout à fait, oui. Pour que tu puisses la présenter en original, agrupée avec tout le reste du dossier. Oui, tout à fait. Et là, ce qui m'a vraiment sauvée, c'est ça, parce que j'ai apporté tout le dossier. Alors qui était, il y avait plusieurs documents, et dès qu'elle a vu un original qui était celui qui était en espagnol, tout de suite j'ai vu le sourire sur le visage de la fonctionnaire. Voilà, tampon bleu, signature bleue, elle était ravie, alors que tous les documents français étaient des copies. Donc au début, elle était pas très très chaude, et quand elle a vu ça, elle me dit ok, c'est bon, je te donne ton livre. donc ça c'était une bonne chose. Ensuite, et c'est un dossier dans lequel on a aussi collaboré ensemble, Karine. Je vendais un bien pour un client à moi qui était un majeur sous tutelle, alors qui est toujours. Je dis au passé parce que c'était un ancien dossier, mais le monsieur est toujours vivant. Et donc, il y avait une tutrice qui avait été nommée. Et donc, dans le cas de la tutelle, qu'est-ce qui se passe ? On a une décision du juge des tutelles pour nommer le tuteur, et ensuite une deuxième décision du même juge des tutelles pour autoriser la vente. Parce que même s'il y a un tuteur ou une tutrice, la vente des biens immobiliers doit être autorisée devant un tribunal. Donc là, pareil, apostille des documents que tu as traduits, les certificats de non-appel aussi que tu as traduits, apostillés. Donc tout ça, on a aussi collaboré ensemble sur ce dossier-là. Voilà, si je peux faire un petit encart sur l'apostille aussi, là où on gagne du temps pour éviter de perdre les rendez-vous que tu as pour les signatures, c'est que comme l'apostille prend un petit délai à être réalisé, ce qu'on a l'habitude de faire, ce que tu prends l'habitude de faire, c'est de faire valider le devis de traduction en imaginant le coût avec l'apostille, ce qui n'est pas bien difficile parce que l'apostille a toujours le même format. Le faire valider par tes clients, et de ce fait, nous pouvons commencer à travailler sur la traduction assermentée de notre côté. Et en général, je pense que tu dois recevoir au cabinet simultanément le dossier apostillé de France avec notre traduction, parce que dans l'entretemps du transfert du dossier entre la France et l'Espagne, on a le temps de rajouter l'apostille et d'envoyer les documents sous 24 heures à ton bureau. Ouais, tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que je travaille avec Karine depuis des années. C'est super réactif. On trouve toujours des moyens pour avancer au maximum. Même s'il manque l'apostille, qui est le dernier document, elle anticipe énormément et elle traduit déjà tout en avant. J'ai une belle équipe avec moi, je tiens à le préciser, avec un petit clin d'œil à Irénée quand même. Oui, c'est vrai, Irénée, qui est la traducteur assermentée numéro 1 du français au espagnol, avec qui donc je collabore aussi très souvent. Alors ensuite, pour continuer sur les exemples de dossiers de traduction assermentée dont on aurait besoin, et là, c'est pas dans le cadre d'un projet immobilier. Alors, ça peut l'être aussi si vous avez besoin de constituer une société pour votre projet immobilier. C'est le cas notamment de la grande majorité des professionnels avec lesquels je travaille. Pour des raisons fiscales ou tout simplement commerciales, ils souhaitent avoir une filiale ou une société ici en Espagne qui achète le bien en Espagne. Donc, en amont du projet immobilier, on a un projet corporate droit des sociétés où on doit constituer une société, une filiale en Espagne. Et donc, si c'est une société française qui constitue cette filiale espagnole, on a besoin de 2 documents importants. Le CABIS, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un CABIS, c'est la carte d'identité de la société, et les statuts sociaux, qui doivent être à jour, les derniers statuts sociaux qui ont été déposés au registre. Ça, on doit les apostiller et obtenir donc la traduction assermentée. Tout à fait. Alors, souvent, tu parles du CABIS, donc c'est un document comme l'acte de naissance, par exemple, qui a une validité. Oui. Souvent, l'administration espagnole demande un CABIS
ou un acte de naissance dans d'autres cas, de moins de 3 mois. Donc ça nous arrive, alors avec toi non, parce que tes dossiers sont super bouclés en amont. Je dois dire que je crois qu'il n'y a aucun dossier qui a dû être stoppé en traduction pour un motif que ce soit. Ça, c'est le nombre d'années qu'on a derrière nous. Voilà, mais souvent sur des clients particuliers notamment qui ne connaissent peut-être pas toutes ces démarches-là et pour qui c'est la première démarche réellement, on utilise l'expertise qu'on a au fil des années, justement, en travaillant avec toi, en travaillant avec d'autres clients, pour attirer leur attention quand ils nous envoient parfois un cabis de l'année dernière, leur dire, attendez, alors nous, on peut faire le devis, on peut commencer à traduire parce que quasiment rien ne va changer dans la carte d'identité du cabis, bien que des fois, il y a des nominations de mandataires différents, etc. Oui, il faudra faire attention. Mais on les interpelle pour remettre le document sur une date récente, faire apostiller ce document-là pour que quand la traduction soit faite, l'administration accepte leur document et leur traduction. Parce que c'est déjà arrivé par le passé que des gens ne nous écoutent pas. Non, faites traduire ce document-là. Bon, le client est roi, à un moment donné, s'il leur donne de faire traduire ce document-là, et il est rejeté uniquement à cause de la date, de la date d'émission du document original. Ce qui fait, par conséquent, rejeter la traduction, il faut refaire la traduction, perte de temps, perte d'argent. Ben oui. Et c'est dommage pour tout le monde parce que ça n'a pas de sens. Oui, juste pour une date, au final, il faut refaire une traduction, nouveau devis, etc. Ça fait double frais pour voilà, parce qu'il peut y avoir des changements sur la carte d'identité, donc le cabis de la société, ou sur l'acte de mariage, puisque c'est là où on inscrit les divorces, les décès, etc. Oui, surtout qu'un cabis, on peut l'avoir très facilement auprès du greffe du tribunal de commerce compétent, donc c'est assez simple. Donc c'est très important, voilà, de savoir qu'on a quand même ce regard-là sur les dates d'émission des documents. On est tellement habitué à les recevoir qu'on peut intervenir un petit peu là-dessus en conseil aux clients. Ok, d'accord, très bien. Alors, pour la deuxième partie d'exemples, c'était des exemples, là, pour le coup, pour des traductions libres pour lesquelles on avait collaboré ensemble dans le passé. Et je me suis rappelé notamment d'un contrat commercial de prestation de services comme des conditions générales de vente, mais aussi un contrat de service dans le cadre... J'avais un client professionnel qui faisait de la location touristique, donc il voulait, pareil, traduire ses baux. Donc on les traduisait. Alors, il avait, lui, ses modèles de baux en français. Donc, évidemment, on ne peut pas prendre un bail français et faire du copier-coller en Espagne. Ça n'existe pas. Donc, il y a une première partie où, Karine, toi, tu traduis en traduction libre, donc les documents en espagnol. Et moi, sur cette base traduite, en fait, j'adapte au droit espagnol le document. Donc, il y a un double travail, et c'est encore une fois, on travaille en équipe là-dessus. Un premier travail de traduction, puis un deuxième travail d'adaptation au droit local, on va dire. Et effectivement, le fait de collaborer ensemble depuis des années, ça nous permet aussi d'anticiper quand je sais qu'il y a de l'adaptation de contrat, de te demander une liste clé de mots que tu veux absolument introduire dans ton contrat en espagnol, puisque c'est toi la spécialiste juridique. Ça nous permet, nous, au moment de traduire en traduction libre, de choisir un mot plus technique qu'un autre, parce que ça te facilitera ensuite l'adaptation tout à fait. En utilisant le jargon dont tu as besoin dans ton contrat. Oui, tout à fait, tout à fait. Et pour finir sur les exemples de dossiers, sur l'interprétation, notamment pour des réunions de négociation d'une opération corporate ou d'achat d'actifs immobiliers. Ça aussi, tu fais ces réunions d'interprétation. Alors, pourquoi est-ce que Karine est présente à ces réunions? Parce que moi, je suis aussi bilingue, français-espagnol, mais bon, moi, je suis là pour rédiger le contrat et pour conseiller mon client. Je ne peux pas être partout. Et donc, c'est là que tu interviens sur des réunions de négociation tout à fait. Donc, auprès d'avocats. Voilà, sur des réunions de négociation donc, avec des investisseurs. On en a déjà fait ensemble. Chez le notaire, parfois, parce que le notaire veut une figure à part, avocate et interprète du client pour s'assurer que le client a bien une connaissance très claire de ce qu'il va signer. Si le notaire ne parle pas français. Dans des opérations de rachat-vente aussi. Et là, c'est très important parce que, comme tu le dis, vous êtes avocat, vous êtes obligé d'être focus sur tout ce qui est juridique. Et en fait, quand tu fais de l'interprétation, c'est une concentration, une énergie terrible. Et on ne peut pas être focus sur les deux choses en même temps. Donc, il faut vraiment deux figures différentes. Ouais, c'est énergétiquement, c'est très, très prenant, l'interprétation, parce que c'est du simultané. Et donc, il y a un exercice du cerveau entre les deux langues. Et c'est vrai que
moi, je peux pas être partout, donc voilà, c'est pour ça qu'on travaille. Et dans certaines réunions de collaboration. négociation, je pense que c'est comme toi avec tes clients dans certaines démarches juridiques que tu fais avec eux. Parfois, on est un peu psychologue quand même. Oui, mais toujours en fait. C'est-à-dire que moi, il m'est arrivé de sauver un achat-vente d'une société, mais pour une broutille. Les gens étaient vexés à cause des différences France-Espagne. Ouais. Alors, en France, on fait comme ça. Nous, en Espagne, on n'est pas d'accord avec vous parce qu'on est vexés de la manière dont vous réagissez. Et de voir les deux parties se braquer. Moi, je me suis permise un jour d'interrompre une interprétation et de me tourner vers mon client gentiment, lui disant « Si je traduis ce que vous venez de me dire, je pense que tout le monde se lève et les 1 an et demi de négo et les millions d'euros qui ont été mis sur la table partent en fumée pour une broutille, en fait. Ouais. Pour une différence culturelle, voilà, en fait. Et pour un agacement, des heures de négo, tout le monde était fatigué, mais de dire, bon, on va se centrer, quel est le but ultime de cette conversation à table, signer le contrat. Donc, mais je pense que tu as les mêmes... Moi, j'ai les mêmes problèmes. Et d'ailleurs, l'épisode numéro 1 de ce podcast s'appelle « On essaye de m'arnaquer ». Et il parle des différences culturelles entre la France et l'Espagne. J'ai souvent des clients français qui arrivent et me disent « Ah, les Espagnols ont essayé de m'arnaquer ». Alors non, c'est pas toujours comme ça. Je dis pas qu'il n'y a pas d'arnaque en Espagne, ni ailleurs d'ailleurs. Mais souvent, c'est plus un problème de différence culturelle en fait, entre la France et l'Espagne, ne serait-ce que pour la façon de saluer, de rentrer, de parler, faire la le bise. tutoiement. Combien de fois je me suis pas retrouvée en porte-à-faux parce que... La partie d'en face qui n'est pas mon client me fait la bise. Eh oui, et ils sont donc, espagnols. vis-à-vis de mon client, mais vous les connaissez? Ben non. Mais non, ils ont fait la bise. En Espagne, on se fait la bise. La main. Exactement, on se fait la bise même quand on se connaît pas. Et a priori, même la première fois qu'on se rencontre, on se fait la bise. Donc ça, moi, j'essaie de l'anticiper, de l'expliquer avant. Ouais. Pour pas qu'il y ait de quiproquo. Et puis, alors, j'en ai eu une autre, c'est avant de signer, les Espagnols, quand c'est un gros deal, ils aiment bien les manger. Oui. Et alors là, ça a été très mal perçu. Il y a un problème, ils veulent pas signer, on va au restaurant, maintenant ils prennent un dessert. Donc il y a des petits moments comme ça. Quand on est habitué, comme toi et moi, à vivre ici depuis longtemps, ça nous fait sourire et on arrive à rassurer nos clients. Mais effectivement, il y a une grosse labeur culturelle à assumer, aussi bien dans ton métier que dans le mien. Totalement. On a un petit côté psychologue parfois, effectivement, pour apaiser les esprits, on va dire. Alors ensuite, on va bientôt clôturer cet épisode. Donc, je voulais qu'on rentre dans les questions un petit peu plus logistiques. Comment est-ce qu'on fait pour t'envoyer un document et pour te demander un devis si on a besoin d'une traduction? Alors, si c'est dans un dossier à moi, il n'y a pas de souci. C'est moi qui vais gérer avec Karine. Elle sera d'ailleurs en bac derrière. Et en règle générale, tu n'as même pas de contact avec mes clients. C'est moi qui fais l'intermédiaire. Mais peut-être qu'on a des personnes qui nous écoutent qui ne sont pas mes clients. Peut-être pas encore ou peut-être ne le seront jamais. Donc, comment est-ce qu'on fait pour t'envoyer le document et comment fonctionnent tes devis? Alors, pour m'envoyer les documents, c'est simple, par email, karine@fidelitéidiomas.com. On m'envoie les documents, c'est une traduction simple, sous Word, sous PowerPoint, suivant ce que vous avez à traduire, si c'est une présentation, si c'est des RGPD, voilà. D'accord. Et on va rendre le document sous le même format, en respectant la forme du document, on va dire. Ouais. Mm-hmm. Quand c'est une traduction assermentée, il faut scanner les documents, nous les envoyer pour qu'on puisse les imprimer postérieurement, les tamponner et les rescanner. Alors là, j'ai des petites recommandations à faire pour le scan des documents, car avec toi, Audrey, je dois encore reconnaître que les documents sont toujours très clairs, mais il nous arrive de recevoir soit des photos floues, oui. Soit et là, on n'arrive pas à lire du coup. Voilà, soit des photos avec les mains comme ça, donc c'est les charmant doigts. pour imprimer. Je pense que l'administration n'est pas très contente. Donc voilà, c'est simple. Si on n'a pas de scanner chez soi, on prend le téléphone. Maintenant, il y a des applis. Oui. On peut faire un scan très correct. Mais c'est très important parce qu'au-delà de ce que nous, on en fait comme utilisation, parce qu'effectivement, on peut traduire le document même s'il y a une main sur le côté, mais comme on doit les réimprimer pour qu'ensuite vous les présentiez à l'administration, c'est quand même important d'avoir des documents clean. Oui, c'est normal. Voilà. D'accord. Et ensuite, quand vous avez besoin des originaux, comme c'est ton cas très souvent, on les imprime et on les envoie, si c'est en Espagne par coursier, si c'est en France par Correos, mais alors là, on ne garantit pas du tout le délai de livraison. Non, mais que ce soit Correos ou la Poste, le délai de livraison, on ne peut pas le garantir. Ok, et donc tes devis, c'est en fonction du nombre de mots, c'est ça? Voilà, exactement. Donc, je vois que tu es habitué à utiliser les services. Effectivement, les traductions, c'est un tarif au mot. Ouais. La traduction libre est moins coûteuse que la traduction assermentée qui doit être obligatoirement signée par un expert agréé.
Et puis, le coût en plus qu'il peut y avoir, c'est quand on envoie les originaux. D'accord, Voilà. ok, très bien. Et comment on fait pour te contacter, pour te retrouver sur Internet, sur les réseaux? Alors, par email, comme je l'ai Ouais, dit, par email, donc d'accord. karine@fidelitéidiomas.com. On peut me retrouver et trouver des informations sur l'agence, sur les différents réseaux sociaux, LinkedIn et Facebook. Donc, c'est Karine Martin Fidélité Idiomas. D'accord, Sur Instagram, c'est Karine Fidélité Idiomas Barcelone. d'accord. Voilà. Et comme ça, Ok. on peut me retrouver. Je suis assez présente sur les groupes des Français à Barcelone, à l'étranger, en Espagne. Voilà. Ok, Ou via toi. oui, aussi. Ok, très bien. Je pense qu'on a fait le tour des questions que j'avais reçues par rapport aux traductions. Est-ce que toi, tu veux rajouter quelque chose ou Alors, déjà dire que je suis très contente de faire ce podcast avec toi, professionnellement, mais amicalement aussi, parce que je pense que c'est un cercle et on a passé un très bon moment toutes les deux. Et bon, sur la traduction, tout a été dit. S'il y a des questions, on peut nous contacter. Tout à fait. Je voudrais revenir sur un tout petit point sur le rôle de délégué, puisque l'année prochaine, on aura des élections à nouveau en mai 2026. Donc, juste rappeler aux Français de la circonscription qui ne seraient pas encore inscrits sur les listes électorales que s'ils veulent exercer leur droit de vote, voilà, il faut s'inscrire auprès du consulat, soit online, soit directement en présentiel. D'accord, ça c'est facile de s'inscrire, non? On contacte, très facile. On peut le faire online. Hein. Voilà, il faut être français, résident dans la circonscription, et ça peut se faire online ou lors d'un rendez-vous pour autre chose, parce qu'on peut être inscrit au registre des Français de l'étranger sans être inscrit sur la liste électorale. Ah d'accord, ce sont deux choses différentes, donc il faut vraiment faire vérifier attention. D'avoir les deux inscriptions. Ok, très bien. Moi, je suis inscrite, tu le sais, oui, puisque je faisais partie de la liste, mais effectivement, c'est quelque chose à vérifier si vous souhaitez voter aux prochaines élections. Très bien, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Et si ce contenu vous plaît, comme d'habitude, je vous remercie de le noter, si vous le souhaitez, ou de le partager à vos proches. Ça pourrait peut-être aider ces proches-là et ça soutiendrait mon travail. Je vous remercie, je vous dis à très vite. Merci Karine, au revoir. Au revoir, merci beaucoup Audrey.